incapable de savoir où j'avais dépensé mon argent. Ouais. J'ai dépensé 100 000 € la première année. Je sais même plus si l'immobilier était compté dedans, quoi. Mais je pense énormément de sorties. Je m'achetais sans trop regarder, mais c'était pas non plus forcément des conneries. C'était la première année, si, il y a quand même beaucoup d'argent dépensé dans les soirées, tout ça et tout. Voilà. Mais après cette année-là où j'ai réalisé ça, je me suis dit waouh. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Pas bon. J'avais déjà peur que que ça se reproduise plus, en fait, que ça continue pas. Avant de commencer cet épisode, on aimerait vous présenter notre nouveau sponsor, Linkuma, une plateforme de netlinking. C'est la plateforme idéale pour les agences SEO, les consultants freelance ou une personne lambda qui a envie d'améliorer son référencement sur Google. Nous vous invitons à vous inscrire par notre lien qui est en description. Un audit est offert. N'hésitez surtout pas à le demander par chat ou par email. L'équipe de Linkuma est très réactive et l'audit est vraiment très complet. Salut à tous, bienvenue sur le podcast Sans Filtre. Aujourd'hui, on reçoit Jordan Braco. Avant de commencer l'épisode, pensez à vous abonner, commenter et liker, c'est hyper important pour nous. Restez bien jusqu'à la fin, on a un petit défi pour l'invité. Jordan, est-ce que tu peux nous dire du coup qui tu es et ce que tu fais brièvement? Ok, Jordan Braco, 32 ans, ça fait un peu plus de 12 ans que je travaille sur Internet, voilà. Qu'est-ce que je fais? C'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est une question qui est pas évident à répondre parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai la chance d'avoir travaillé sur différents domaines, donc d'avoir un arbre de compétences assez varié, multicasquette. Je vais plus parler de ce que je fais actuellement au moment présent. On développe depuis 2 ans un outil Learning Management System, un petit peu comme System.io, LearnyBox, etc. On a 2 dessus seulement, donc c'est un projet vraiment long terme, un peu de passionné. Et pendant quelques années, j'ai fait aussi de l'affiliation du référencement web pour moi-même. Et ensuite, j'ai décidé de créer un coaching d'accompagnement pour expliquer aux personnes comment mettre ça en place. Et là, récemment, je suis en train de bosser depuis 2 mois sur un lancement d'un programme pour accompagner les coachs, formateurs dans divers domaines, mais pour les accompagner sur le fait de créer une offre en ligne avec tunnel de vente, etc., etc. Et puis voilà. Et en essayant de faire très très bref. Yes, merci à toi. Justement, alors on va commencer par l'enfance. T'étais quel type de personne toi? Alors, si je parle quel type de personne à la maison, je rendais fou mes parents, je pense, quand j'étais gamin. Si on passe du côté primaire à l'époque quand t'es en primaire, tout ça, non, j'étais un petit peu terrible. Pas forcément méchant, mais un peu terrible. Je tenais pas trop en place, un peu hyperactif. Inintéressé de l'école. Ça m'intéressait pas. C'est chiant de dire ça parce que j'ai l'impression que c'est le cliché à chaque fois de beaucoup d'entrepreneurs ou pas bons à l'école, etc. Mais c'est réellement vrai. J'étais pas intéressé par les cours. Après le collège, ça a été encore plus catastrophique parce que j'étais encore moins intéressé. Je savais pas trop quoi faire. À partir du moment où j'ai su quoi faire, je voulais travailler moi dans l'informatique, sur tout ce qui touche Internet, etc. Le problème, c'est que je pouvais pas, d'après la conseillère d'orientation, parce qu'il fallait avoir des bonnes notes, pardon, en mathématiques, ce que je ne comprends toujours pas. Et du coup, je suis parti 4 ans en lycée pour devenir pompier. Donc, c'était un lycée sécurité. Mais voilà, mon enfance, sinon, j'ai manqué de rien. J'ai mes parents qui m'ont donné énormément de choses, frères et sœurs et petits frères, petites sœurs. Donc voilà, enfance assez classique, j'ai envie de dire, hein, pour comparer aux autres. Rien d'exceptionnel, mis à part au fait que je jouais aussi énormément aux jeux vidéo. Ça, c'est un autre truc encore. Mais voilà. Et du coup, ton rêve, à ce moment-là, c'était d'être pompier ou tu avais déjà d'autres ambitions, tu pensais un petit peu à l'avenir? Alors, les souvenirs que j'ai sur l'entrepreneuriat, c'est que quand j'étais au collège, j'emmerdais un petit peu mes parents, surtout mon père, parce que je lui disais que je ne voudrais pas travailler toute ma vie pour quelqu'un. Et à l'époque, donc je devais être en, je sais pas, 6e, 5e, je lui avais dit: «Papa, tu serais pas chaud, on fasse un crédit?» J'ai regardé, en Allemagne, il y a des machines pour acheter je crois que c'est des pizzas à faire en automatique. Tu sais, les machines automatiques de pizzeria. Et je lui dis: «Tu veux pas on fasse ça et puis on le met à côté d'une discothèque, comme ça les gens ils vont avoir la faim et tout et puis 24 heures sur 24, les gens ils peuvent acheter et tout dans une zone commerciale». J'étais en 5e, quoi. Et il me dit: «Non, mais t'es fou, c'est pas possible et tout». Ça, c'est les premiers souvenirs que j'ai un petit peu de ça. Je voulais, moi, dans un premier temps, mon premier souhait, c'était vraiment de faire des études autour de l'informatique. Je savais pas exactement quoi. C'était
potentiellement sur internet, peut-être du dev, un truc comme ça, mais j'ai pas pu en fait. On m'a mis un petit peu, enfin on m'a mis des barrières. Je ne bossais pas comme il fallait pour aller dans cette branche-là. Et c'est là où le côté pompier, la passion pompier est venue par la suite et que j'ai fait le lycée dessus, où j'ai été un peu moins terrible aussi au lycée parce que j'étais quand même plus intéressé. C'était un bac pro professionnel, donc voilà, c'était plus axé sur ça. Mais ouais, le côté entrepreneurial, il remonte, enfin les petites idées, ils remontent quand même à quelques temps. Après, bah, j'ai dû entre guillemets me résoudre au fait que bah j'allais devoir faire des études, avoir un boulot, etc. Et puis ce rêve d'entreprendre disparaissait petit à petit, même si je gardais quand même toujours la tête sur l'ordi, aux jeux vidéo, etc. C'est un petit peu après que c'est arrivé et que je me suis repris la possibilité de me dire ah, il y a peut-être moyen de travailler sur Internet. Si tu te croisais justement à 16 ans, là, tu te dirais quoi concrètement? Tiens, je t'investis dans la machine de pizza. Non, je dirais de pas forcément lâcher le fait d'être beaucoup sur Internet, tout ça. Peut-être plus d'expliquer aux parents ce que je fais sur l'ordi, parce que mes parents ils voyaient le côté où à l'époque du collège où je jouais énormément aux jeux vidéo, mais ils voyaient pas non plus les choses que j'apprenais. J'ai souvenir quand même de leur avoir expliqué un petit peu, mais c'est vrai que t'es en pleine adolescence, tes parents ils t'emmerdent un peu parce que tu joues aux jeux vidéo, t'es un peu sur les nerfs, tout ça et tout. Donc, je pense que je l'expliquais pas comme il fallait, mais en vrai, l'expérience et le passé que j'ai eu, je regrette pas. Même le fait de ne pas avoir été directement dans les études d'informatique où je sais même pas ce que je voulais faire et d'être passé par le cursus où je suis devenu pompier volontaire, où j'ai travaillé au CRA 15, là où tu reçois les appels d'urgence. Ça, c'était mon vrai métier, où je recevais les appels d'urgence du 15 et tout. Je trouve que ça m'a permis de prendre une grande maturité en pleine tronche, que ce soit les pompiers ou le 15, et d'avoir peut-être un profil entrepreneur un peu plus complet que si je n'étais pas passé par là. Parce que tu vois des choses qui sont compliquées, tu entends des choses qui sont compliquées, tu dois aider des personnes qui ont le double, voire le triple de ton âge. Et je trouve que je pense que ça m'a vraiment aidé plus tard dans l'entrepreneuriat. Même à faire plein de petits boulots. Alors, il y a jamais de petits boulots, mais des petits boulots qui sont pas forcément évidents, que ce soit du déménagement, que ce soit de travailler à l'usine, tout ça. Je reviendrai pas en arrière en me disant non, je vais aller directement sur Internet. Et je me dis, je pense que c'est ce qui te forge un petit peu à, à savoir ce que tu as fait, là où tu ne veux plus forcément aller. Et ouais, donc je lui dirais pas grand-chose. En vrai, plus j'aurais une discussion, voilà, plus dire t'inquiète pas, no stress, ça va aller. C'est plus ça en fait. Est-ce que t'as une anecdote du coup dans ton métier de pompier? Quelque chose qui t'a marqué? Les anecdotes, c'est que j'avais la chance parce que j'étais dans une caserne qui bougeait assez bien et voilà, on me surnommait un petit peu le chat noir parce qu'à chaque fois que je prenais ma garde, bah, il y avait des trucs de fou qui se passaient, beaucoup d'incendies. Alors c'est pas incendies graves où il y avait des victimes, mais des incendies où voilà, les pompiers ils viennent quand il y a urgence, etc. Mais les pompiers ils aiment bien aussi quand il y a ça peut paraître bizarre, hein, mais des gros accidents, des gros feux, etc. Parce que bah, on se prépare tout le temps, on s'exerce tout le temps à faire ça. Et quand il y a vraiment quelque chose de gros, bah, on n'est pas réjoui pour les victimes, mais on se dit on va pouvoir mettre en application ça. Donc à chaque fois que je prenais ma garde, les mecs ils étaient contents parce qu'il y avait un feu à droite, à gauche, etc. Mais mais ouais, donc ils étaient contents de prendre. Il y en a même des fois qui checkaient quand c'est que j'étais de garde pour prendre une garde avec moi. Donc c'est pas grave. Voilà, c'était une petite anecdote. Petite anecdote. Après moi, il y avait des trucs un peu plus dark, mais qui sont moins anecdotiques, on va dire. C'est plus entre pompiers, des trucs entre deux, quoi. Et est-ce que tu as un souvenir de cette période, un peu l'adolescence, qui a marqué un rôle dans la personne que tu es maintenant? Plus sur le côté que tu t'es lancé en ligne, en gros. Tu veux dire plus sur le côté au niveau au niveau quoi, des cours, au niveau de mon comportement, enfin de mon caractère, au niveau de quoi Peu exactement? importe, ouais, vraiment un souvenir qui t'a fait un peu le déclic, on va dire. Je pense honnêtement, c'est ce qui, je dirais un peu les jeux vidéo, hein, en vrai, hein. Je pense que c'est les jeux vidéo qui m'ont vraiment rattaché un petit peu à tout ce qui y a sur Internet. Mon premier site Internet, comme je le dis à chaque fois, c'est grâce à l'époque, je jouais à Counter-Strike, je joue toujours d'ailleurs, mais j'avais une team, un clan, on devait représenter notre team et j'ai tapé sur, je crois que c'était Dailymotion à l'époque, je sais même pas si c'était YouTube, comment créer un site Internet. Et t'as un mec qui me dit, enfin qui dit en vidéo, bah voilà, vous pouvez commencer à créer un site Internet en ouvrant votre bloc-notes, en mettant des balises HTML, CSS, etc. Et t'as ton premier site Internet. Bon, c'était complètement dégueulasse, mais rien que le fait que quand j'ai appris qu'avec le bloc-notes, tu pouvais
t'amuser à faire voilà un fichier HTML. Je me suis dit waouh, c'est ouf. Puis là, tu recherches, tu vois qu'il y a des CMS, des sites qui existent, etc. pour t'aider à créer plus simplement. Mais ouais, je pense que c'est le jeu vidéo parce que le jeu vidéo, ça m'a permis de voir ça, de gérer des dans la team que j'avais, je demandais à l'époque 1 ou 2, 3 allopass parce que en plus de ça, je crée des serveurs, des serveurs où tu devais mettre la main un petit peu dans le code pour gérer tes serveurs sur Counter-Strike, etc. Donc je pense que ça a été vraiment ça. C'était le jeu vidéo qui a fait un peu la passerelle. Pas où je me suis dit je veux être entrepreneur, mais petit à petit j'ai commencé à avoir des compétences dans certains domaines du web. Ok, bah, ça va faire la transition avec, c'était tes débuts sur le web, du coup, là, quand tu as créé le site pour ta team de Counter, ou avant, tu avais fait d'autres petites choses? Non, c'était vraiment, vraiment, vraiment le premier truc. Et c'était même pas axé sur du business. Hein. C'était axé uniquement sur faire les kékés dans notre clan et dire on a un site internet tout beau, tout joli à l'époque, mais il y avait zéro business derrière. Et si ta question c'est peut-être le premier business que j'ai fait, enfin je sais pas si c'est là où tu veux les Ouais, transitionner. c'était plus un peu l'ordre chronologique. Qu'est-ce que tu as fait à Ouais. tes débuts sur Internet? Et ouais, c'est ça, exact. Mes débuts sur Internet, j'ai commencé à gagner de l'argent avec des micro-paiements, Allopass, Starpass, etc., où je donnais des guides pour des jeux vidéo. Soit c'était des guides de triche pour accélérer ton niveau dans un jeu. Voilà, il y avait eu du Pricey à l'époque, le site Pricey, où je donnais des astuces et je leur disais, voilà, faut payer 2, 3 Allopass. Il y avait ça, il y avait ouais qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme jeu? Il y avait pareil Habbo Hotel à l'époque. J'avais fait un guide PDF mais pas ouf hein pour le coup. J'étais beginner et tout. Et ouais, avec ça, je gagnais j'ai pas envie de dire de conneries, mais peut-être entre 30 et 150 euros par mois. Je recevais des chèques au nom je sais plus si c'était au nom de mon père ou à mon nom, mais c'est mon père qui encaissait, ça c'est sûr, parce que j'avais pas de compte bancaire en fait. Donc c'était vraiment aléatoire. Par contre, c'est là où j'ai réellement euh, cassé comment dire, casser le côté virtuel à physique et où j'ai reçu de l'argent sur le compte de mon père grâce à des actions que j'avais fait en ligne. Et là, tu as l'impression que tu sors un peu de la matrice et tu dis ah ouais, ok, ça devient intéressant. Et ça, ouais, j'étais très jeune du coup. Là, j'étais très jeune, je vais avoir entre 13 et 15 ans. Et c'est pas venu tout de suite le business. Parce que comme je le disais tout à l'heure, après le collège, je suis parti en internat 4 ans au lycée. J'ai pas lancé pendant le lycée des gros projets parce que bah, j'étais à l'internat. Bon, j'avais mon ordi, tout ça, mais j'avais moins de temps. J'étais à l'internat. Le week-end, quand je rentrais, soit j'étais de garde à la caserne. Si j'étais pas de garde à la caserne, donc 24 heures, je travaillais à Domino's Pizza. Donc c'est-à-dire que j'étais rarement chez mes parents, tout ça, donc moins de temps quoi. En fait, t'es dans les études, t'arrives un petit peu dans la vie active en même temps. Je jouais un petit peu moins aux jeux vidéo parce que la connexion à l'internat, j'étais perdu au fin fond de nulle part, elle était pourrie, donc ça m'a un petit peu voilà, ça m'a un petit peu, j'ai un petit peu lâché, on va dire vraiment le fait de jouer énormément, tout ça et tout. Par contre, je suivais toujours un petit peu l'évolution d'internet, ce qui se passait et tout quoi. Et du coup, ouais, quand t'es pompier, là, t'as fait des choses en ligne, du coup, à cette époque, t'as repris le business en ligne à ce moment-là, du coup? Ouais, là où j'ai commencé vraiment à être de nouveau bien actif et de me dire il y a peut-être un truc à faire, c'est que j'obtiens mon bac pro que j'ai mais que j'ai jamais eu au final, que j'ai jamais été chercher. J'ai jamais eu jamais eu mon bout de papier en fait, mais j'ai eu mon bac pro. Une fois que j'ai eu ce bac, j'ai un rendez-vous à l'hôpital en Moselle avec la DRH qui me propose justement de travailler au CRA 15. C'est là où on reçoit tous les appels du 112, etc. Donc à partir du moment où je travaille là, je travaillais en 12 heures, donc je travaillais 2 jours ou 2 nuits, et j'étais en repos trois jours. Donc là, ça m'a relibéré du temps, et même parfois en nuit profonde, comme on appelait ça, quand je bossais entre 2, 3, 4 heures du matin, t'as pas 50 000 appels, tu reçois pas 50 000 appels au centre d'appel, donc tu peux avoir ton ordi. Dès que tu avais un appel, tu avais une sonnerie, donc tu pouvais très bien, tu vois, être sur ton ordi. Donc je me suis remis vraiment à fond dessus, et c'est à cette période-là où j'ai commencé à découvrir un petit peu la fille et que j'ai d'ailleurs été en contact avec Arthur. C'est au moment où j'étais au 15, au moment où je me suis remis dedans et au moment où je découvre Arthur en ligne. Voilà. Et donc, il m'explique un petit peu l'affiliation, comment ça fonctionne, etc. M'explique qu'il gère une centaine, je crois, de sous-affiliés. Enfin, il en avait pas mal. Et donc, il m'explique tout ça et tout.
J'avais jamais fait ça, mais je capte vite et je me dis bon bah c'est parti, vas-y, je vais essayer. Et puis en quelques jours, quelques semaines, ça fait 25, 50, 100 euros par jour. Ça monte très très vite, hein. Ça monte à de souvenirs 300, 500, 1000 euros par jour, jusqu'au jour où je contacte Arthur et je lui dis putain, j'ai fait une journée à 16 ou 18 000 dollars la journée. Ah oui. Et Énorme. là, en fait, dinguerie, je bug un peu, tu vois. Et entre-temps, on s'était dit avec Arthur qu'on allait s'associer et tout. Je commençais un peu à paniquer parce que à l'époque là, j'avais pas de société en France, donc je me renseigne et tout, et je vois que tu as un an pour quand même déclarer tes impôts, etc. Donc légalement, j'étais bien. Donc on se voit avec Arthur en physique chez lui. On se voit aussi chez moi dans ma région. Et ouais, bah, tout se passe très vite. C'est que moi, je bossais avec des permanenciers, je bossais aussi avec des médecins qui étaient à côté de moi, donc des médecins généralistes, urgentistes, etc. Techniquement, c'est les médecins qui sont les mieux payés dans l'hôpital, et je commençais à faire des chiffres que même le directeur de l'hôpital, je pense, ne faisait pas. Et bien évidemment, je pouvais pas en parler non plus. Donc tu te retrouves un peu dans un truc où je commence à expliquer aussi à mes parents. Enfin, ils arrivent pas à réaliser non plus. Enfin, tout se chamboule un peu. Tu te poses la question de est-ce que je vais rester. Ça faisait 1 an et demi que j'étais au 15. Est-ce que je vais rester? J'étais payé 1700 euros. Bon, voilà, tu te dis, j'étais comme bien payé pour moi à l'époque. Je trouvais, j'étais bien, hein, j'étais bien. J'étais pas dans un boulot que je détestais forcément, mais t'arrives quand même à un truc où tu te dis, ouais, c'est quoi l'autre étape là? Est-ce que je continue au 15? T'as la peur que même si tu fais des gros chiffres, que tout s'arrête d'un coup, et de te dire ouais, en fait c'était juste une passe, j'ai eu de la chance, et voilà. Justement, comment tu fais mentalement pour pas vriller parce que d'un coup ça explose un petit peu. T'as géré ça comment? J'ai géré ça comment? C'est que je suis rentré déjà du boulot le jour où j'ai fait la journée là. Et j'ai dit à ma mère, faut que j'aille prendre un bain. J'étais un peu tout blanc, tu vois. Et elle me dit c'est pas normal, je prends jamais de bain, tu vois. Le gars, à chaque fois il vient, il prend une douche vite fait, tu vois, et tout. Et comment j'ai géré ça? Bah, je pense en parlant un peu avec mes parents. Il y avait Arthur aussi. C'est-à-dire que lui vivait aussi un côté où ça décollait pas mal pour lui. Donc je pouvais parler à quelqu'un qui me comprenait. Arthur, bah, c'était le mec qui me comprenait le plus parce qu'on était dedans en fait. Mes parents, je leur en ai parlé un petit peu. Et mon meilleur ami, je me rappelle, j'en avais parlé aussi. Mais c'est pas évident de parler de ça. Ça reste de l'argent en France, c'est tabou. Et puis euh, mais voilà, comment je pense comment j'ai fait pour rester un peu les pieds sur terre. Après, il y a encore d'autres trucs, mais parce que c'est sur le long aussi que tu dois vraiment te faire attention à plein de choses. Mais au moment là où ça s'est passé, je pense le fait de discuter avec Arthur. Et j'étais plus concentré à me dire est-ce que je reste dans le boulot là, est-ce que je pars, est-ce que je vais dans un autre pays, comment ça se passe, etc. Que de me dire ouah, je vais dilapider tout mon argent, ou ça y est, je suis riche, je suis millionnaire. En fait, c'était en train de se faire que j'avais déjà peur que ça se reproduise plus, en fait, que ça continue pas. Donc j'étais plus dans réfléchir à comment je gère ça, en fait, plus. Et c'était à quelle époque? Et c'est avec des techniques un peu sombres, sans rentrer dans les détails bien sûr, mais Il y c'est avait, ça ressemblait un pour petit faire peu au des sommes micro. comme ça, je veux dire, et où c'était Ouais. peut-être plus simple à cette époque-là, c'est ce qui m'intrigue. Il y a, alors, il y avait des trucs qui étaient, pour être très honnête, un petit peu sombres, on va dire, un peu border. Si tu veux, c'était un petit peu comme les micro-paiements à l'époque, à l'Opass et tout. C'est quelque chose qui ressemblait à ça. Et pareil, c'était axé aussi sur des guides de jeux, mais vu que entre temps les jeux mobiles ils avaient explosé, et ben on donnait un peu plus de on ciblait, si tu veux, un jeu mobile. On leur expliquait dans un PDF, dans des vidéos, etc., comment gagner plus de tokens X, Y, machin. Et on faisait payer ça, et on faisait payer ça en micro-paiement. De souvenir, c'était micro-paiement surtaxé sur ton mobile. Pour avoir accès à ça, ils devaient envoyer un SMS. Ils étaient, je sais plus, je crois qu'ils devaient payer 10 ou 15 euros. Nous, on touchait une commission là-dessus. Donc, en soi, c'était de l'affiliation, tu vois. Et voilà. Là, en fait, là où c'était plus simple, c'est que à l'époque, on avait commencé à faire de la publicité, enfin, on faisait de la publicité. C'est comme ça que ça avait pété sur Facebook, et que l'algorithme, on avait trouvé une technique que je pense peu connaissait, voire quasi personne, où tu suffisait de mettre une femme un peu en lingerie, un peu dénudée, même si la pub n'avait rien à voir, le taux de clic explosait.
En fait, le coût par affichage, il explosait, le taux de clic explosait. Et en fait, l'algo de Facebook, il se disait, waouh, il y a une grosse interaction dans cette pub-là, donc il y a un gros intérêt. Et donc, on payait le clic, j'ai pas envie de dire des conneries, mais de souvenir, le clic, c'était 0,0001 centime. Et donc, pour 50 euros, des fois, on convertissait peut-être, pareil, je me rappelle plus très bien, mais c'était des sommes astronomiques, 1000, 2000, 3000 euros de conversion pour 50 euros de pub. Aujourd'hui, c'est lunaire, cette conversion. C'est impossible, c'est quasi impossible de faire ça. Donc, il y a eu un côté un peu de chance, un peu beaucoup aussi de travail et de tests. Et c'est comme ça qu'on a pu découvrir ce truc-là. Et des côtés un petit peu border où les guides, bon, ils étaient pas trop ouf sur des jeux, voilà. Pas très ouf. Et c'est après où on s'est dit, va peut-être falloir se professionnaliser quand on va arriver à Malte et tout, quoi. Merci. Et ouais, du coup, pour faire un peu la transition, après, qu'est-ce qui s'est passé après? C'était à quelle époque? Ça, c'était il y a combien d'années à peu près? Le côté 15, là où je travaille au 15, que je rencontre Arthur, que je commence à gagner de l'argent avec Internet, tout ça, je dirais que c'est 2013, si je dis pas de bêtises. Parce que tout ça s'est passé très vite. Donc 2013, où on fait ça, et voilà. Je sais pas s'il y avait une autre question, j'ai peut-être oublié. Ouais, après, l'autre question, c'est qu'est-ce qui s'est passé, bah, du coup, en condensé, hein, bien sûr, on va pas faire peut-être Ouais, chaque ouais, année, ouais. mais entre maintenant et 2013. Ouais. Pour essayer de faire rapide, 2013, donc je vois Arthur, etc. Tous les deux, on voit un avocat, donc il nous explique comment ça va se passer si on reste en France et tout. On n'avait jamais eu de société, donc on se rend compte que ça allait, enfin, l'avocat de souvenir, il nous pose la question si on allait recruter ou employer. Pareil, on savait pas, quoi, mais on s'est dit oui, si ça continue comme ça, on va peut-être avoir besoin de gens qu'on sait même pas dans quel domaine, mais qu'on aura peut-être besoin. Et il nous dit ok, bon, d'accord. Et grosso merdo, à la fin, il nous dit bah voilà, si vous restez en France, que vous ouvrez votre société, tout ça, faudra compter entre 55 et 70% de taxes, entre les taxes sur l'employé, sur vos salaires, sur si vous dépassez le plafond. Et avec le chiffre qu'on faisait, l'auto-entreprise, c'était impossible parce qu'on l'aurait grillé en 2 semaines, le plafond. Donc on se dit ok, et moi dans tous les cas en fait j'avais envie depuis très jeune de déménager dans le sud de la France ou dans un pays chaud, et je me suis dit bah on va se renseigner. J'avais vu les Panama, le gros cliché, mais j'avais dit Arthur ouais, peut-être les Panama, tout ça, et lui il connaissait quelqu'un parce que bah, il avait pas mal de network à Malte. Donc on décide d'une semaine d'y aller, on trouve que c'est top, incroyable, le niveau de vie est bien, on rencontre plein de jeunes entrepreneurs et tout, du coup ça c'est super cool. Et un mois après, moi j'ai donné ma démission et je décide avec Arthur de partir à Malte. Donc Malte, il y a plusieurs raisons, hein, le beau temps, les sorties, tout ça, et bien évidemment les taxes. Parce que maintenant les gens ils le savent, mais c'est arrivé, le fait que Malte ait eu un mauvais œil sur les entrepreneurs, c'est pas quand nous on est arrivé, c'est quand il y a pas mal influenceurs, youtubeurs et tout, et tweeters qui sont venus sur Malte. C'est à partir de là où ça a commencé à partir un petit peu en sucette. Enfin bref, on part à Malte avec Arthur. Au bout de 6 mois, il y a Arthur pas Arthur, il y a Franck et Rico Romain qui nous rejoint. Tous les quatre des domaines de compétences différents. Moi, j'étais, si tu veux, un petit peu le couteau suisse. Franck SEO, Arthur le bon tchatcher, le bon communicant, le bon networker, et qui parlait en plus de ça bien anglais. Et Romain, très très bon développeur de fou, quoi. Donc pour faire rapide, je vais pas rabâcher, et limite je vais si vous voulez savoir un peu plus avec Arthur ce qui s'est passé, les copines, enfin il y avait les copines et tout, je vous renvoie je sais plus si c'est Arthur ou Franck qui détaille. C'est Comme Franck ça qui fait parlait, ouais. ça fait peut-être rediriger les gens sur la vidéo là, et ça évite de Yes. répéter. Comme ça, ils Complètement, verront ouais. une autre vidéo aussi Ouais, bien sûr, merci. voilà, pour écourter aussi. Donc voilà, ils arrivent, nanani nanana, il y a le contrat des 4 ans avec les copines. Si vous voulez en savoir plus, bah, allez voir les vidéos les autres vidéos de Sans Filtre. Donc voilà, il se passe ça, tout se passe bien entre nous. À la fin, on se sépare, et pareil, ça, je sais qu'ils l'ont expliqué. Alors que tout se passait bien, c'est juste que bah il y avait un contrat moral de retourner en France avec les copines pour bah voilà, pour continuer la vie et tout. Moi, je me retrouve tout seul à Malte. Entre-temps, je me sépare aussi dans le perso, donc je me retrouve tout seul professionnellement entre guillemets et personnellement. Et je me dis ok, bon, j'en ai un peu marre. Là, pendant 4 ans, on a bien taffé. Les business, ils continuent à tourner. Et je me dis bon bah j'avais un rêve de visiter les États-Unis, donc je pars 2 mois en road trip aux États-Unis. Donc je fais mon road trip aux États-Unis, un grand bol d'air frais, tout seul. Je fais 12 000 kilomètres en voiture et tout. Je passe par plein d'États, etc. Et là, je reviens et je me dis,
c'est un truc qui me tracassait dans la tête, qui me chauffait un petit peu depuis quelques mois. Et je me dis, j'aimerais bien apprendre aux gens à faire ce qu'on a fait avec mes associés. Donc, créer un site internet, le référencer sur Google et faire de l'affiliation avec. Et c'est là où je crée Affiliation Ninja en 2022, je crois, 2021. J'ai plus exactement les dates, les années. Je me perds un petit peu dedans, mais voilà, c'était il y a quelques années. Je lance ça. Je commence tout seul au début et au bout d'un an, on est une équipe de 30 personnes, collaborateurs, partenaires, etc. Et après 2 ans et demi, on a accompagné 1400 élèves dans ce programme-là d'affiliation Ninja. Et voilà, j'essaye de faire vite aussi. Hein. Il y a eu plein de trucs à gérer. Après, je vous laisserai si vous avez des questions sur pendant cette période-là. Mais voilà, il y avait plein de trucs à gérer dans Affiliation Ninja, le management, etc. Énormément de budget pub, énormément vraiment. C'était un moment où il y avait beaucoup de boulot. Ce qui s'est passé, c'est qu'après ces 2 ans et demi d'affiliation Ninja, je décide de couper le coaching, donc l'accompagnement, réduire drastiquement les prix parce que ça se transforme en formation seule entre guillemets quoi. Et je commence à en avoir marre de Malte. Ça faisait 8 ans avec ma nouvelle copine que j'avais. On en a un peu marre de Malte et on décide en fait de après 2 ans et demi d'affiliation Ninja, le boulot et tout, presque 3 ans, de se dire ok, on revend tout, on vend tout et on part en road trip. On ne sait pas où on va s'installer et on verra. Donc du coup, moi, encore une fois, après 3 ans, je reprends un break de 3 mois aux États-Unis, 1 mois au Canada. Tout ça, ça me permet un peu de souffler, de me dire ce que j'ai envie de faire, de me poser des questions et tout. Et puis on vient rejoindre mes parents en vacances en Thaïlande, à Koh Samui. Et avec ma copine, on tombe amoureux de la Thaïlande et on décide de s'installer ici. Donc on s'installe ici et puis on est voilà, on en est aujourd'hui là à être en Thaïlande, affiliation Ninja, c'est de la formation seule. Aujourd'hui, je relance un accompagnement pour accompagner les coachs, etc. Plus l'outil SaaS là qu'on est en train de développer. Voilà. Pour essayer de faire, c'est pas évident comme exercice Ouais, c'est pas de évident. résumer des années comme ça, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, tu l'as très bien fait. Je voulais juste, avant de passer à ton présent, est-ce que Ouais. tu as une petite anecdote de cette époque que tu as envie de partager pour le côté, côté anecdote? Une petite anecdote de l'époque quoi, Malte, Peu importe, peu importe. quelque chose que nos auditeurs apprécieront entendre. Il y en a beaucoup. Je pense que mais c'est vrai que ça compte pas parce que je crois que Arthur et Franck ils en ont parlé, mais c'est vrai que moi c'est une anecdote aussi, mais c'est qu'on était tellement dans le jus, enfin pas tellement dans le jus, on était, je sais pas comment expliquer, mais c'était tellement fluide tout ce qu'on faisait, tous les projets qu'on lançait et tout à l'époque à Malte avec les associés que quand on a fait notre premier million, donc tous les quatre, je parle bien de chiffre d'affaires, voilà, on n'a pas, on était content. Mais vu qu'on était dans le jus, dans le taf et qu'on était déjà dans les autres trucs, on l'a pas réalisé. Et c'est peut-être après que je me suis dit putain, faut peut-être fêter ces petits trucs là et tout. Je sais qu'on l'a fêté, on a bu un coup, mais c'est une anecdote qui me revient comme ça là. C'est la première parce que je me dis putain, tu t'en as plein qui rêveraient, tu vois, de se dire ouais, on aimerait faire ça et tout. Et au final, quand t'es là au moment T, t'as tellement de charges de travail, les employés à gérer, les projets et tout, que tu dis ah 1 million de CA, ok cool, allez hop, on passe à la suite. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est un peu important quand même, c'est de fêter les petites victoires comme ça. Et de se rendre compte en fait, de regarder un petit peu dans le passé, en arrière, les compétences que tu avais avant, le salaire que tu faisais, le CA, etc. Et de se dire ouais, c'est vraiment bien là ce qu'on a fait, vraiment fêter ce truc. Après des anecdotes, c'est vrai qu'il y en a plein. Ouais, vous étiez peut-être pas déconnecté, mais vous étiez tellement dans le taf que ouais, Mais je pense que le fait où on était déconnecté d'une chose, c'est qu'on était déconnecté de ce qu'on nous a appris toute notre vie, que ce soit scolaire ou dans l'éducation ou même dans le gouvernement, etc. C'est qu'on était déconnecté du fait que nous, un SMIC, 1100 euros, etc. On avait enlevé ces barrières-là. On n'était pas sur des barrières, on était sur Internet. On savait que Internet, l'histoire du SMIC, l'histoire qu'un responsable il gagne 2500 euros, un haut responsable il gagne tant, un directeur il gagne tant. C'est dans le côté tu fais tes études, tu as un diplôme et avec ce diplôme-là, tu vas pouvoir gagner entre temps et temps. On était déconnecté là-dessus, mais tout en ayant quand même la valeur vraiment de l'argent, quoi. C'est voilà. Justement, les barrières, elles se sont brisées pour toi parce que t'as commencé à faire du chiffre ou t'avais quelque chose, il y a eu un déclic, peut-être? Les barrières de quoi exactement? De l'argent, tu sais.
comme tu nous parlais de ça? Ouais. C'est une bonne question. Les barrières de l'argent là-dessus, je pense c'est plus un tout de quand j'étais jeune. Je faisais un petit peu d'argent déjà sur Internet. C'était pas énorme, hein, c'était rien. Comme je disais, entre 50 et 200, 300 euros par mois. Je pense, ouais, j'ai pas eu vraiment de barrière. Et je pense qu'on a été bien accompagnés aussi, tous les quatre. Il y en avait pas un qui a pété un câble ou avec l'argent et qui est devenu fou, a acheté une grosse bagnole. Je pense qu'on était bien entourés tous les quatre. Et on avait quelques potes entrepreneurs aussi qui étaient assez identiques à nous. On était très jeunes quand même, hein. Mais je pense qu'on a bien été entourés et on en discutait entre nous. Et je pense que c'est ça, ouais. Vous étiez bien entouré, et même pour peut-être pour pas vous enlever du mérite, vous étiez aussi, vous aviez les pieds sur terre aussi, je pense aussi, parce que c'est bien Ouais. d'être bien entouré, mais des fois tu peux te dire, vas-y, je pète les plombs, j'achète Ouais, une ouais, ouais. connerie. Ouais, je pense on avait tous quand même la conscience de se dire. Et puis on se disait aussi, hein, 3-4 ans sur Malte et tout. Après, on savait pas vraiment ce qui allait se passer, donc tu te dis aussi, ouais, bah tu fais ta retraite quoi en 4 ans là. Bon, Ouais, c'est vrai. après, tu continues quand même à bosser parce que voilà, t'es un peu addictif au business et tout, mais ouais, je pense c'est le fait de parler ensemble et que oui, de base, on n'avait pas le tempérament à vriller et dépenser. Et encore, je dis ça, mais je pense que c'est moi qui ai le plus vrillé entre guillemets de tous. Où la première année qu'on était à Malte, j'ai dépensé 100 000 euros Ok. et ça, j'en discutais avec Arthur, incapable de savoir où j'avais dépensé mon argent. Ouais, J'ai dépensé 100 000 euros la première année. Je sais même plus si l'immobilier était compté dedans, quoi. Mais je pense énormément de sorties. Je m'achetais sans trop regarder, mais c'était pas non plus forcément des conneries. C'était la première année, si, il y a quand même beaucoup d'argent dépensé dans les soirées, tout ça et tout. Voilà. Mais après cette année-là où j'ai réalisé ça, je me suis dit waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Pas bon. Et je me suis beaucoup plus professionnalisé sur les dépenses, etc. En continuant à me faire plaisir, mais en ayant un œil quand même sur ce qui rentre, sur ce qui sort. Est-ce que voilà, c'est important et tout d'acheter ça? Est-ce que tu en as vraiment besoin, etc. Ah, c'est sûr. Parce que c'est vrai que je pense que ça peut aller très vite quand même. Oh là oui, tu peux gagner beaucoup, mais tu peux perdre très vite aussi, hein. On va parler de ton business actuel. Est-ce que tu fais autre chose à part justement ton activité principale? Euh, Bah, il y a, comme je disais, ce SaaS là, LMS. Alors ça, c'est beaucoup mon beau-frère avec qui je travaille qui est dessus parce que c'est le développeur et pour le coup, moi, je développe pas. Je fais des réunions de temps en temps avec lui. Je suis pas à plein temps dessus, clairement. Et là, par contre, je suis à plein temps sur Coach Pro Elite, donc l'accompagnement pour les coachs. Et à côté de ça, j'ai pas un projet 100% du temps. J'ai des choses auxquelles je m'intéresse et je pense comme beaucoup d'entrepreneurs sur le web, ça va être la crypto. Voilà, encore une fois, je suis pas expert crypto, mais j'investis à droite à gauche, je hold comme on dit, je mets de l'argent, j'achète des jetons et puis j'attends tout simplement. Et l'immobilier, j'avais de l'immobilier à Budapest que j'ai revendu et là je suis en train de voir justement pour investir en Thaïlande, mais pour ma résidence à moi, pas forcément pour faire de la location, tout ça. Euh, voilà. ouais, bah, ça, c'est des beaux projets que tu as en cours. Et tu as d'autres idées pour le futur, peut-être des choses que tu aimerais nous partager? Euh, Peut-être redevenir actif sur ma chaîne YouTube, ça serait bien. Mais je sais, en fait, le truc, c'est que vu que j'ai changé Affiliation Ninja, du fait que je fais plus forcément de vidéos sur l'affiliation, le SEO, euh, j'ai envie de reprendre YouTube, mais de faire un concept et je sais pas encore lequel. J'ai plein d'idées, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, déjà réussir à sortir ce LMS là où ça fait 2 ans qu'on est en développement, en espérant que ça fonctionne bien. Parce que du coup, j'ai décidé de créer ce projet-là tout simplement parce que j'ai utilisé plein de plateformes où tu peux héberger tes formations, avoir tes élèves dessus et tout. Et il y a des trucs qui sont cruciaux et qui sont manquants au niveau des features. C'est pour ça que j'ai décidé de le créer moi-même. Donc non, sinon si ce n'est le LMS, que ça fonctionne bien, que je puisse accompagner des coachs à faire ce que j'ai fait avec Affiliation Ninja, et ça sera très bien. Après des idées, des projets, j'en ai plein, j'ai une liste sur mes notes, c'est juste après prioriser Ouais, qu'est-ce bien sûr. qui en fait, je travaille surtout sur l'envie. Je travaille sur Ouais. l'envie et pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, généralement, je vais être 3 ans sur quelque chose et quand j'ai atteint mes objectifs, quand j'ai fait le tour en fait du domaine, ben, je commence à m'emmerder un peu
et j'ai besoin de repartir sur quelque chose de nouveau avec des nouveaux objectifs, peut-être des compétences que j'ai pas et sur lesquelles je vais devoir me former, etc. pour me redonner des objectifs parce que j'ai l'impression que je m'emmerde un peu sinon, tout simplement. Ok, ouais, carrément. On parle pas mal de personal branding, nous, on aime bien se pencher sur ce Mhm. sujet, et tu nous parlais de YouTube, mais toi, de quelle manière tu utilises un peu les réseaux que tu as actuellement? Là, très mal, très mal. Là, très mal parce que vu que ça faisait presque un an là en Thaïlande où en fait je m'intéressais à plein de choses, mais j'étais pas sur un business. J'avais des trucs à droite, à gauche et tout. Euh, je le tenais pas forcément à jour. Donc je le gère très mal. Là, je vais devoir le reprendre pour le nouveau business, l'accompagnement des coachs. Je vais devoir reprendre tout ça, mais va falloir que je me concentre et de pas être partout. Il y a quand même des points que j'ai testés, TikTok, les shorts YouTube, etc. Mais je vais pas me concentrer sur tous les réseaux parce que je sais que c'est énergivore et voilà. Vraiment, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est YouTube parce que ça me permet, bah, comme on est en train de faire justement, généralement l'audience. Je préfère l'audience même de YouTube. Je préfère regarder des vidéos moi-même en tant qu'audience sur YouTube parce que tu as plus le temps d'apprendre des choses, d'écouter, de te poser. Voilà, moi je regarde pas la télé. C'est mon contenu, moi, audiovisuel, c'est YouTube. Autant que ça soit des vidéos, des conneries de chats qui, voilà, de zap, voilà, un peu bêtes, que autant euh, des trucs sur la science, sur l'univers ou sur le business. Je trouve YouTube, c'est vraiment la meilleure plateforme. Donc, ouais, me concentrer sur YouTube et reprendre un petit peu Instagram, peut-être sur quelques shorts réels et story. Et quand tu avais ton compte Instagram, tu l'avais mis en place quand? Et tu avais une stratégie ou tu avais plus fait ça un peu au feeling, toi? Alors, c'était à l'époque d'Affiliation Ninja où j'avais une community manager qui était dessus. Et oui, on avait un taf de fou dessus parce que on avait des plannings où moi je devais tourner plein de shorts. Donc j'avais mon caméraman qui était là avec moi, où on tournait les vidéos. Ensuite, une fois que les vidéos ils étaient tournés, le jour de tournage, on envoyait tout à une de mes employées qui était la community manager pour qu'elle check. Elle m'aidait aussi à trouver les sujets, etc. Une fois qu'elle avait check les vidéos, elle envoyait ça à notre monteuse vidéo. Donc ça partait en montage vidéo. Après, on recevait les vidéos. Ma community manager, elle recevait ça, elle les triait, elle les postait sur mon compte. Je m'occupais de plus rien en fait. Moi, je faisais juste les vidéos et j'avais plusieurs personnes qui avaient accès à mon compte Insta, et puis bah tous publiés dessus et tout, et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est l'idéal quand tu arrives à déléguer toutes ces parties-là. Tu peux vraiment te concentrer sur la création et ça, je trouve ça Ouais. super top. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que à l'époque encore, ça allait, les réels sur Insta. Mais je vois un peu, parce que pendant un an, là, hein, j'étais sur les réseaux, je voyais ce qui se passait. Moi, j'étais pas actif, mais j'espionnais un petit peu, je faisais de la veille. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal, là, avec les réels, en ce moment, les business que je vois, même si c'était un peu comme ça à l'époque. Et je me dis, ouais, si je fais des réels, en fait, n'importe quel business que je lance, généralement, je vais prendre ce qui fonctionne et je veux arriver avec quelque chose de nouveau, un peu novateur. J'aime bien apporter quelque chose de nouveau, et je trouve que c'est beaucoup de copier-coller les réels qu'il y a. C'est beaucoup d'afficher sa grosse voiture, beaucoup parler et très peu de technique. D'ailleurs, très peu d'entrepreneurs qui parlent technique sur les réels. C'est beaucoup du show-off, du m'as-tu vu, ce qui est un peu dérangeant, je trouve. Euh, mais mais je pense que ouais, faut peut-être travailler ça. YouTube, quand je suis arrivé, je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux faire de différent, et ce que j'ai fait de différent, c'est que j'ai essayé d'amener le côté entrepreneur, donc Jordan Braco qui vient sur YouTube de vous parler d'un sujet, et j'ai intégré des personnages. J'ai intégré un rageux, j'ai intégré un petit jeune mineur qui comprend rien à ce que je dis, et tous ces personnages, ces 4 personnages que j'avais ramenés, je les jouais par moi-même, et le but c'était d'essayer peut-être des fois de représenter des personnes qui peuvent être dans mon audience et qui, en jouant ces personnages-là, peuvent se reconnaître en disant ouais, je peux peut-être un peu con, et peut-être que voilà. Et je pouvais paraphraser, enfin parler avec moi-même, Jordan et mes personnages, et ça a bien marché. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté parce que pour eux, vu qu'on parle business, bah faut être sérieux. Mais ce qu'ils comprenaient pas, en fait, c'est que quand moi, Jordan, je parlais d'un sujet, bah, j'étais sérieux, et les personnages, ils étaient là pour créer un peu une intrigue, ou pour justement essayer de me démonter moi en tant que Jordan, et que moi je pouvais tout simplement débattre avec ces personnages-là. Et ça, je sais pas s'il y a d'autres
voilà, créateurs qui avaient fait ça dans le domaine business avec des personnages, etc. Et je trouve que dans tous les projets que je fais, j'essaye à chaque fois d'apporter quelque chose de novateur, des fois qui marche, des fois qui marche moins bien. Mais voilà. Ouais, ça me fait penser à... Alors du coup, c'est pas côté business, mais ça me fait penser au youtubeur Masqué. Il avait ce Oui. personnage où il lui parlait toujours un peu son alter ego au final. Mais à l'époque, moi, quand j'avais créé ça, on m'avait dit ouais, tu copies. Je sais pas si vous avez connu Salut les geeks. À l'époque, il y avait un gars, il s'appelait Salut les geeks, et Ça me ça fait parle, longtemps ouais. qu'il est plus actif. Et il y a un personnage que j'avais c'était un peu le tonton, un peu mafieux, chaîne en or, gros cigare que je jouais. Et t'en avais un, c'est vrai, qui ressemblait. Mais au final, si demain on te dit, tu vois, tu dois représenter un gars qui chauffe, qui parle de pognon tout le temps, qui dit moi je suis le meilleur, nanani nanana, tu vas lui mettre une chemise avec le col ouvert, un cigare, et voilà. Et le gars il était pareil. Enfin voilà. Mais mais oui, il y en a qui adoraient, il y en a qui détestaient. Mais après, je trouve ça bien. Moi, j'ai bien aimé. Après, j'avais arrêté à un moment donné parce que c'est pas que les gens, ceux qui aimaient pas, j'ai pas arrêté forcément pour eux. C'est juste que c'était crevant. C'était un vendredi complet à tourner et jouer les personnages. J'ai commencé à devenir, tu sais, un petit peu avoir plusieurs visages, quoi. Tu vois. Ma copine à l'époque, elle m'entendait dans le studio tourner. J'avais la perruque, je revenais, elle avait peur d'un personnage. Bah, je sais même plus comment il s'appelait, mais elle avait, enfin voilà, elle flippait. Donc je m'amusais là-dessus, mais non, mais franchement, c'était une bonne période, ça. C'était une bonne période, et je suis content au final, parce que même quand je revois les vidéos, et même si je me dis elles ont vieilli, tout ça, je me dis je suis content de ce que j'ai fait parce que j'ai apporté un truc un peu différent, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne idée en tout cas. Ouais. Euh, De même. t'avais des objectifs à court terme et à long terme, c'était quoi? L'objectif principal, même je dirais, c'était créer une communauté, mais surtout utiliser les vidéos pour faire des conversions sur Affiliation Ninja. C'était l'objectif principal, grandir la communauté, faire des conversions pour Affiliation Ninja. Et bien évidemment, il y avait l'objectif aussi de répondre à des sujets peu connus ou des fois connus mais mal traités. Et voilà, et des fois de faire des démentis aussi sur des trucs qui sont dits sur des sujets, etc. Donc on essaie vraiment de toucher un public des fois cible avec l'affiliation, le référencement, et des fois de toucher un public un peu plus grand sur des thèmes vidéo qui étaient un peu plus global. Et en fait, cet objectif a bien fonctionné parce que bah, quand on a traqué tous les liens de description YouTube et qu'on a vu un petit peu le trafic, généralement quand je sortais une vidéo, alors là je vous parle à l'époque où la chaîne était voilà, on sortait une vidéo toutes les semaines où tout était nickel. Euh, on sortait une vidéo YouTube, généralement on faisait au minimum une vente pour Affiliation Ninja, en sachant que je vendais j'avais deux offres entre 3 300 € et 5 300 €. Et chaque vidéo, qu'elle fasse 300 vues ou 10 000 vues, on faisait au minimum une vente. Donc on était rentable parce que les vidéos me coûtaient de l'argent. C'est ça aussi, il faut voir. Hein. J'avais mon montage vidéo, j'avais mon cadreur qui était là tous les vendredis. Donc il y avait des dépenses. Il y avait des dépenses. Est-ce que tu as une personne auquel son branding vraiment t'a inspiré ou t'inspire toujours? J'avais suivi un peu à l'époque le branding, mais ça date de Jordan Belfort. Mais c'était pas forcément. Alors si, ça jouait quand même sur le branding, mais c'était plus ses process, un peu comment il fonctionnait. Mais j'essaye d'avoir en tête là un branding. J'ai pas forcément. Peut-être YouTube, faut peut-être que je pense à YouTube, mais directement. Alors il y aurait un branding, mais c'est plus un YouTuber en fait qui fait des vidéos hors business, mais qui est, je trouve, un bon entrepreneur. C'est le YouTuber Amixem. Et Yes. Ouais, 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 c'est un bon exemple aussi, ouais, hein, ouais, c'est ouais. pas Alors, spécialement encore une fois, business. à voir comment on parle du branding sur la personne et tout, mais si on prend sa marque là qu'il a sur l'espace, j'ai plus le nom exactement, mais je trouve qu'il a fait un joli taf sur son site, sur les vidéos, comment il le présente, etc. Je trouve que c'est pas mal. Mais j'ai pas de gars coach branding sur sa chaîne YouTube ou sur sa landing page. J'ai pas rien qui me vient comme ça à l'esprit. Ouais, bah après, tu nous en as donné deux quand même. Donc, merci Jordan et Amixem. Du coup, avant de passer à la partie dev personnel, on a un petit défi. Donc, imagine, là, tu as 200 €, t'as plus aucune compétence et tu peux pas te servir de tes anciennes compétences, donc l'affiliation. Et tu as quand même 6 mois de marge devant toi, donc loyer, nourriture compris dedans. Donc, qu'est-ce que tu fais? Waouh,
Je perds mes compétences. Je ne peux plus utiliser les compétences que j'avais avant dans ce nouveau business non plus, c'est ça? Ouais, Ok. exactement. C'est pas évident, hein, parce que ça m'enlève quand même beaucoup de choses. Ah, mais peut-être ta compétence Ok, principale on va après, dire on va dire l'affiliation. vraiment le Ok. business de l'affiliation. 200 € sur 6 mois. Je pense que j'essaierai de me renseigner sur... Déjà, je partirai sur du freelance, faire de la prestation de service, je pense. Parce que je veux pas commencer à créer un site, même si c'est pas de l'affiliation pour le coup, mais de créer un site ou de faire un e-commerce, etc. T'as pas assez avec 200 €. Je pense... Et après, Oui. pardon, je te coupe juste sur les 200 €. Si tu veux taffer par exemple, t'as 6 mois, tu veux taffer un mois et dire, je mets de côté 1000 Ah, euros, ah oui, tu ok. peux. Bah, là, très clairement, hein, t'as 6 mois pour vivre, t'as 200 €, va falloir trouver au moins un mi-temps, au minimum un mi-temps pour prendre un petit peu d'argent. Je pense que je pars dans le freelance, comme je disais, dans de la prestation de service, dans un domaine bien spécifique. Autant peut-être proposer la création d'un site WordPress. Alors ça rejoint un petit peu les compétences que je faisais quand même avant. Peut-être faire, je sais pas, me former sur le fait de faire des logos, un peu de design, ou de la rédaction web. Même si c'est quand même pas évident, hein, c'est pas généralement on dit oui, la prestation de service c'est le truc recours pour faire un petit peu d'argent. Même en partant là-dessus, ça sera pas évident parce qu'il faudra que je me mette en avant et tout. Mais il y aura un grand boulot pour le coup de branding, pour le coup de personal branding, de savoir avec qui je veux travailler. Donc je suis en plein dedans justement avec Coach Pro Elite. Si je fais de la prestation, je vais devoir trouver mon avatar. Pourquoi je veux travailler avec cet avatar-là? Quelles sont ses douleurs? Comment je vais pouvoir l'aider? Quelle va être mon offre que je vais pouvoir lui proposer? Il faut que ça soit une offre et une promesse qui est différente des autres. Parce que des rédacteurs, il y en a plein, des gens qui créent des sites internet, il y en a plein. Donc je prendrai le temps de faire ça, de me dire vraiment de prendre une feuille et de tout noter de ce que j'ai envie de faire et là où je dois me former. Et j'essaierai vraiment de me mettre dans un domaine et me donner des deadlines et des objectifs pour mettre ça en place. Donc, mi-temps, travail à mi-temps quand même, parce que 200 €, pour moi, c'est trop peu même pour faire de la prestation de service qui demande pas forcément beaucoup d'investissement. S'il y a besoin de prendre une petite formation quand même à 200-300 € dans un domaine bien spécifique, faut quand même essayer de l'apprendre parce que ça va booster. Donc ouais, travail à mi-temps. Je me forme dans un domaine, je dirais création de site internet, copywriter ou voilà. Et je me mets à fond dessus je travaille mon offre, l'avatar avec qui je veux travailler et à fond sur la prospection tous les jours. Une fois que j'ai fini de bosser à mi-temps, tous les jours, je passe du temps à faire des vidéos personnalisées que j'envoie sur Instagram avec l'avatar avec qui je veux travailler. Et j'essaye, voilà, au moins d'avoir au moins un deal, au moins des rendez-vous. Je m'entraîne dans les rendez-vous aussi, d'essayer de vendre mon offre, etc. Et puis, suffit qu'il y ait une personne à long terme et je sais pas que j'arrive à faire un devis à 200-300 €, 800 € par mois avec cette personne-là. Bon c'est déjà bien. T'as un pied déjà dans le business. Mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident comme question parce que 200 €, tout ça, prestation de service pour résumer. Je dirais ça. Et après, le côté Ouais, c'est une suicide, bonne je prends idée. les 200 €, je vais au casino, je mets tout sur le rouge. Qui aidera pas forcément non plus. Hein. Ouais, sur le rouge, ça va Non, pas non. changer grand-chose, t'auras Non, doublé, ça bon. sera pas grand-chose. Donc ouais, non, mais se former, par contre, se former, que ça soit avec les vidéos YouTube, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais voilà, quand je travaillerai pas et le temps que je serai là devant mon écran, ça sera travailler l'offre, etc. Mais surtout manger de la doc, manger de la documentation, manger des vidéos, aussi observer un petit peu ce qu'ils font mes concurrents et essayer d'arriver à leur même hauteur, même si en quelques semaines c'est pas forcément possible de devenir expert, mais au moins d'avoir une bonne compréhension. Donc formation, gratuit, payant si c'est possible, mais se former. Pas de secret là-dessus. Ouais, c'est hyper important juste pour avoir une meilleure compétence dans le domaine que tu auras Ouais, choisi. meilleure Donc, compétence, on valide compréhension, complètement. clairement. Ouais. On va passer au développement personnel. On a une question toute simple au début pour commencer, c'est où tu travailles, c'est quoi ton lieu exact de Là travail? actuellement, je travaille dans la maison où je vis, c'est-à-dire qu'on a 3 chambres et 2 chambres qu'on a transformées en bureau.
Ma copine travaille sur Internet aussi, donc on a 2 chambres transformées en bureau et je travaille depuis chez moi. Et t'as une routine particulière au quotidien ou finalement? J'ai pas la routine où je vais me réveiller à 5 heures, faire du yoga, tout ça et tout, lire 10 minutes de livre et tout. Non, Ouais. non, sans partir dans Mais des non, trucs comme ça, mais juste une j'ai une routine au routine travail. classique de boulot. Je me réveille. Je me réveille quand je suis pas fatigué déjà, enfin quand je suis plus fatigué. Donc ça déjà c'est parce que j'ai un problème où des fois je me couche un peu trop tard parce que j'aime bien la nuit, j'aime bien chiller des fois à la télé, sur l'ordi, regarder des vidéos. Donc j'avais un problème avec ça à l'époque avec moi-même, mais au final je me suis dit c'est le luxe quand même de pouvoir vivre comme ça. Et voilà, je me réveille, je prends une petite douche et puis généralement j'ai un calepin avec mes to-do. Je vous le montre quand même à quoi ça ressemble. Bon, il y a pas les notes dessus, mais j'ai mon hop, j'ai mon calepin qui est comme ça. Alors c'est flou. Bon, c'est flou, c'est pas grave. Mais j'ai un calepin où le matin, enfin la veille, j'ai noté tout ce que je devais faire pour le lendemain. J'arrive, je check mes trucs, email, voilà le truc un peu chiant mais qui est important. Donc check des emails, tout ça, et puis je travaille sur mes to-do quoi. Euh, d'incroyable, si ce n'est que un peu de sport à côté. Les week-ends, je bosse pas. Je fais lundi, vendredi. Week-end, je bosse pas, sauf quand voilà, je vais avoir beaucoup de travail et tout, et que je dois faire quelque chose d'urgent le samedi, dimanche et tout. Je travaillerai, mais assez classique. On a une question existentielle pour toi, Jordan. C'est pourquoi tu fais tout ça? C'est une très très bonne question. Je fais tout ça parce que pour moi, l'argent en soi, c'est plus un. Je le vois pas comme le fait où c'est l'argent, l'argent, l'argent et je veux absolument de l'argent. C'est juste un moyen qui va professionnellement me permettre de passer à d'autres étapes, créer des projets et personnellement de pouvoir me sécuriser, que ce soit sur du bien matériel comme de l'immobilier et de sécuriser ma copine plus tard quand j'ai pas d'enfants, quand j'aurai des enfants. Je pense que c'est mon objectif principal, c'est vraiment la sécurité un peu personnelle et familiale que j'aurai plus tard. Parce que là, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur et je me vois pas faire machine arrière en devenant salarié. Donc, ce qui fait que je vais devoir dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que j'ai investi, pardon, je vais devoir avoir assez pour que ça soit de l'immobilier, ma résidence principale et y vivre, pour que ça soit moi-même vivre avec l'argent, les moyens que j'ai générés, etc. Mais que ça fasse aussi la sécurité de mon ou mes enfants que j'aurai et de ma retraite. Donc c'est un peu mon objectif. C'est quelque chose. C'est une très bonne question d'ailleurs, hein, mais c'est quelque chose où je me suis mis une grosse pression pendant longtemps et où je suis beaucoup plus relax là-dessus. Parce que et je pense à beaucoup d'entrepreneurs sont comme ça, d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de retourner en arrière, etc. Et j'ai fait un travail là-dessus où je me dis non mais je fais ce que j'ai à faire, je mets de ce que j'ai à mettre de côté, etc. Et voilà. Mais l'objectif principal, ouais, c'est se sécuriser, j'ai envie de dire sur le côté un peu personnel. Ouais, d'accord. Ouais. Tu nous parles d'argent justement. Hein, tu génères combien, que ça soit par mois ou même Là, par an? pour être très sincère, c'est très calme en ce moment. Je suis dans les 12 000 euros grosso merdo là en ce moment, ce qui est pas, ce qui est bien en soi, hein, ce qui est très bien. Et si je donne les moments là où ça marchait plutôt bien et qu'on était en bateau de croisière, j'ai envie de dire, c'est au moment où il y avait affiliation Ninja et on faisait entre du 80 et 120 000 euros de CA par mois. CA, encore une fois, hein, j'avais pas mal de monde à payer, tout ça et tout. Et c'est ça rejoint d'ailleurs la question juste avant. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu n'as jamais, c'est pas un salaire que tu as tous les mois, tu as un chiffre qui est différent et qui est différent en fonction des projets que tu lances aussi. Là, je sais que, et moi, de retomber à 10 000 balles, là, moi, à un moment donné, au début, je me dis, waouh, c'est chaud et tout. Ça y est, quoi, back to le comme avant et tout. Et au final, je me dis, mais non, mais n'importe quoi. Ça fait 2 ans que tu es en train de travailler sur ton LMS. Tu sais à peu près combien ça va pouvoir te rapporter, les gens que tu vas pouvoir ramener dans ce business-là. Il y a pas de stress à avoir. Et surtout, je me suis dit, mais c'est Jordan, c'est toi qui as voulu stopper Affiliation Ninja, les coachings en tout cas et tout,
pour justement te concentrer sur d'autres projets. Donc, c'est techniquement et statistiquement normal que si tu as stoppé affiliation Ninja, tes coachings et tout, bah, que tu gagnes moins d'argent, tu vois. Et pareil, j'ai arrêté, même du fait que j'étais plus dans l'affiliation et le référencement sur mes sites. Il y a des sites que j'ai réussi à revendre, mais bouchées de pain. Il y a des sites que j'ai encore aujourd'hui que j'arrive pas à revendre, mais j'arrive plus à m'en occuper parce que c'est plus du tout mon mood. J'ai plus l'énergie à m'en occuper. Et j'ai pas envie même d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de ces sites d'affiliation, tout ça, parce que je vais devoir faire du management. Donc là, c'est vrai, depuis que je suis revenu à Samui avec ma copine, ça a été un gros changement personnel, parce qu'on a voulu changer pas mal de choses, et professionnel, sur la manière de travailler, sur tout ça et tout. Donc voilà, pour répondre à la question. Ouais, incroyable. Merci à toi pour toutes ces réponses et ton histoire. Comment les gens peuvent te suivre? Instagram, je serai un peu plus actif bientôt. Jordan Braco. Généralement, Jordan Braco sur, j'allais dire tous les réseaux, mais non, le mieux c'est Instagram. Allez potentiellement aussi sur YouTube, Jordan Braco. Je verrai si je garde cette chaîne ou dans tous les cas, si je change de chaîne, je crée un nouveau format. Je ferai une vidéo sur cette chaîne-là pour rediriger et savoir où aller. Et voilà les deux réseaux que j'utilise principal pour me suivre. Comme d'habitude, de toute façon, vous retrouvez le lien et les liens dans la description. Est-ce que tu aurais une personne ou plusieurs personnes à nous recommander pour les prochains épisodes? Ah, bonne question. Et j'aurais directement dit mes anciens associés, Arthur Franck, vous les avez déjà vus. Qui c'est que je pourrais vous recommander? Que ça soit dans ton domaine ou dans un autre domaine, au contraire. Qui c'est que j'aurais? Alors, c'est une bonne colle, c'est une bonne question. Parce que de base, dans mon business, c'est vrai que je recommandais déjà personne, parce que c'était très compliqué. Mais je dirais Quand les invités n'ont pas d'idée, ils donnent quelqu'un de, par exemple, le dernier épisode qu'on a fait, la personne, elle avait pas d'idée ouais, par rapport à ses proches et elle nous a donné Oussama Hamar, par exemple. ouais. Il a Moi, je déjà trouve de que la c'était ça, mes yeux. visibilité. Bon, alors, ça serait bien pour vous, ça vous donnerait du Ouais. punch. Ouais. Mais non, mais je dirais, ouais, si je peux dire un truc comme ça, ce qui peut être intéressant et qu'on voit assez peu quand même dans des interviews business, ça sera Mixem. Mixem, c'est quelqu'un que j'aime Ouais. bien suivre oui. et je vous le souhaite de l'avoir en vidéo. Puis si vous avez son contact, on reste en contact comme ça. Comme ça, on refait une petite vidéo. Avec Mais plaisir. ouais, non, Mais... je pense que c'est quelqu'un que j'aimerais bien voir. J'ai déjà vu de ses vidéos à lui où il parle et tout. C'est quelqu'un qui est très très bon dans le business. Malgré le fait qu'il, pour moi, il a fait une petite erreur là avec sa Dark Kitchen où il a fait ses sandwichs et tout. Je trouve ça un petit peu dommage, mais oui, non, quand même, ça pourrait être hyper intéressant. Ouais, C'est complètement. vrai qu'en plus, il y a pas mal de youtubeurs qui se lancent, peut-être pas dans les dark kitchen, mais qui se lancent dans des fast-food, des trucs comme ça. C'est vrai que C'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. C'est une vraie thématique. Pareil que j'ai doté sujet de vidéo à faire, mais je la donne hein, pour ceux qui veulent la faire. Mais très intéressant que ce soit avec Michou, etc. Ouais, ils lancent tous des vrais restos ou des dark kitchen. On te la piquera peut-être parce que pour info, voilà, pour ceux qui nous regardent aussi, on va faire un nouveau format bientôt qui arrivera avec juste Mehdi, voilà, et moi-même, et où on va débattre un peu de sujets comme Bah, je dans ce regarderai genre. avec plaisir. Alors. Ouais, ça marche. merci. Alors du coup, le dernier, c'est le message de fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à quelqu'un qui a envie d'entreprendre et qui est au niveau 0? Conseil de base, je dirais qu'il faut qu'il soit curieux. Faut qu'il ait vraiment l'envie en fait. Et un peu comme les questions que vous m'avez posées tout à l'heure, c'est pourquoi tu as envie de faire ça. Pourquoi tu as envie de faire ça? Si c'est pour juste gagner de l'argent, c'est oui, mais pourquoi tu as envie de gagner de l'argent? Il y a un jeu qui est assez simple à faire et que j'utilise d'ailleurs avec des gens que j'accompagne. C'est pose-toi 5 fois la question pourquoi. Et tu sauras réellement pourquoi tu as envie de faire ça. Si c'est uniquement la motivation de l'argent, pour moi, ça fonctionnera pas. Ça vient, c'est quelque chose qui vient après, mais faut être intéressé au minimum. Et je pense que si je fais une transition avec les associés que j'ai eu à Malte, donc voilà, c'est qu'on était tous passionnés. On n'était pas intéressés, on était passionnés par ce qu'on faisait. Et dans un premier temps, d'être curieux, intéressé, d'essayer de se passionner sur quelque chose, et puis après se former quoi. Enfin, il n'y a pas de que ça soit sur des formations gratos ou des payantes, peu importe, mais c'est de se former. Il y a tellement de domaines différents, ça avance tellement vite aussi. Ça change tellement, ça évolue tellement vite qu'il faut se tenir à jour parce que tu peux très vite être expiré et voilà. Donc ouais, je lui dirais d'être curieux, motivé, que
c'est une phrase que je dis tout le temps à mes élèves, c'est un bon entrepreneur, c'est un bon gestionnaire de problèmes. Ne pense pas que être entrepreneur, tu n'auras pas de problème. Dis-toi juste que un bon entrepreneur, donc si tu veux devenir entrepreneur, que tu auras tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tout le temps des problèmes et que tu dois être une personne qui va devoir gérer ces problèmes-là. Pour moi, c'est la définition de l'entrepreneuriat. Et plus tu vas savoir gérer des problèmes, plus ces problèmes vont être différents et difficiles en fonction de ton niveau. Quelqu'un qui commence au tout début et qui a des problèmes et des problèmes que je vais avoir moi ou que Elon Musk il a, on a des problèmes qui à notre hauteur sont chiants, mais c'est pas les mêmes problèmes. Donc voilà, un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui sait gérer les problèmes et en gérant tous ces problèmes-là, c'est ce qui fait de ton expérience et la prise de compétences dans le temps aussi. Merci à toi, Jordan. Mais de rien. Super. Merci à vous de nous regarder. Commentez. On lit tous les commentaires. On répond aux commentaires. Likez, c'est hyper important aussi pour nous. Et puis surtout, abonnez-vous. Et on se retrouve vendredi prochain. Merci.